Et maintenant, en partenariat avec l'UMR LISA et l'SPE, Nebia Campus Corté vous présente les Carnets du Feu. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Nebia, dans Débalta Science. Aujourd'hui, dans les Carnets du Feu, j'ai le plaisir de recevoir non pas deux, mais 3 chercheurs. Laetitia Castellani, docteur en histoire, Denis Jouffroy, maître de conférence en histoire à l'université de Corté, et Gilles Guérigny, chercheur. Oui. Comme ça qu'on dit. Alors, n'hésitez pas à rajouter, comme je vous le disais en off, les effets de légitimité qui conviennent, qui vous semblent pertinents, pour la suite de l'exposé, s'il y avait besoin. Vous êtes tous les 3 spécialisés dans le projet Goliath sur le volet histoire. Alors, une première question bateau, disons, mais en quoi est-ce que quand on fait de l'histoire, on vous appelle pour participer à l'étude des incendies ? Parce qu'a priori, on aurait plutôt tendance à penser que c'est des histoires de modèles de physiciens ou éventuellement de pompiers, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'apporte l'histoire à ça ? Alors, donc bonjour à tous. Donc Gilles Guérigny, je suis le coordonnateur du volet histoire du projet Goliath. Et en effet, il faut revenir, je dirais, au principe du projet Goliath, qui en fait est un projet inter-UMR, c'est-à-dire un inter-unité mixte de recherche, c'est-à-dire que d'un côté, l'unité mixte de recherche de la fac de sciences, et de l'autre, l'unité mixte de recherche des sciences humaines et sociales. Et donc le projet Goliath visait à faire travailler ensemble ces deux composantes de la recherche, les deux composantes de la recherche de l'université de Corse. En gros, il s'agissait de voir comment sciences expérimentales et sciences humaines et sociales pouvaient travailler de concert, pouvaient travailler ensemble sur ce projet qui a pour objectif de créer des objets qui seront utiles pour la lutte contre les incendies, et également donc pour l'aménagement du territoire, puisque l'acronyme de Goliath, c'est justement outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. Oui, alors j'entendais là maintenant ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que le projet a commencé. Du coup, il y a eu quelques webinaires, un webinaire qui a été mis en place, et il y a je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tout ça. Et il y a un terme qui m'a tout de suite marqué, c'est vous parliez des incendies comme des faits sociaux, notamment vous, Monsieur Jouffroy, comme des faits sociaux, parce que pas sans rappeler des grandes terminologies à la Durkheim. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un incendie est un fait social ? Comment ça prend corps quand on l'étudie ? C'est-à-dire que nous, notre intervention, notre contribution dans le projet, c'est une contribution pour retracer l'historicité des événements, et en particulier de ces événements que constituent ces incendies, qu'ils soient de taille, on va dire, importante ou plus modeste, mais c'est une réalité qui a touché la société insulaire, et en ce sens, c'est un fait social, car le feu, bien évidemment, a une incidence, on va dire, pratique sur le paysage, sur la végétation, mais c'est également une relation de l'homme avec son territoire, une relation de l'homme à son environnement. C'est une gestion du risque, une gestion également de la dimension, on va dire, répressive. Donc il y a des éléments à la fois culturels, politiques, économiques, environnementaux, mais c'est cet ensemble-là qui fait corps. Et donc cet ensemble-là, si vous voulez, nous, notre rôle, Laetitia, Gilles et moi, et les autres membres de l'équipe, aussi bien en histoire et en anthropologie, c'est d'essayer sur nos domaines de recherche de contribuer à donner des éléments, on va dire, sur le temps long. Voilà. Car la différence aussi entre mémoire et histoire, c'est justement de dépasser et de prendre la distance avec ce que l'on pourrait appeler communément souvent, mais
Vous savez, souvent, lorsqu'on on parle de la mémoire, on dit on n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. Et donc notre objectif, avec assez modeste, c'est de travailler sur les archives, à la fois sur les données écrites et également sur les témoignages oraux, pour essayer de croiser les informations avec les récits et avoir cette distance et cette profondeur historique. Donc effectivement, voilà, il y a vraiment un aspect effectivement qui fait partie de la vie des gens en Corse, notamment via l'agriculture, notamment l'agriculture arboricole. Et c'est un petit peu là que vous rentrez en jeu, Laetitia Castellani, si j'ai bien compris. Alors moi, j'ai surtout essayé de voir si le feu était présent sur tous les terroirs en tant qu'outil au niveau de l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup du défrichement des terres céréalières par le feu, par exemple, et c'est quelque chose qui est mis en avant par beaucoup de personnes et qui n'est pas obligatoirement présent sur tous les territoires, et particulièrement en Balagne, c'est quelque chose qui est assez peu présent. Et j'ai essayé de m'interroger aussi pourquoi on avait cette perception des écobuages qui sont comme une sorte de tradition, alors que ce n'est pas toujours vrai. Ni toujours vrai, ni toujours le cas, ni toujours souhaitable. Oui, ni toujours souhaitable peut-être. Alors, de ce que j'en ai compris. Alors, quelle est l'importance des cultures céréalières en Corse? Quel impact ça a sur les incendies? Est-ce que ça fait office de coupe-feu? Est-ce que c'est plutôt un accélérateur? Quel rôle ça joue, la culture agricole, sur un territoire comme la Corse? Alors, ce qu'on peut, on peut voir dans les archives et dans l'évolution, on va dire, au moins sur la dernière période, sur l'histoire contemporaine, on va dire le long 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, on voit que la déprise agricole, elle ne date pas de la Première Guerre mondiale. Parce que souvent on a cette période-là charnière qui est prise en compte pour montrer des grandes modifications dans la société insulaire, également sur son économie, sur son activité agricole. Mais on peut dire grosso modo, dès la fin de la première moitié du 19e siècle, on est en présence d'une déprise agricole, en particulier sur les cultures céréalières. Et oui, puisqu'on importe plus de la moitié. Voilà, dès le milieu du 19e siècle, plus de la moitié des céréales consommées et utilisées en Corse sont des céréales importées. Donc cette déprise agricole a un impact direct sur le paysage agraire. C'est-à-dire que des terres qui étaient en particulier consacrées, si on prend comme exemple la Balagne, mais on peut voir d'autres régions dans le sud de l'île également qui étaient consacrées aux céréales, en particulier dans des zones de piémont, ont souvent laissé la place très rapidement, soit au maquis, déjà durant cette période-là. Donc ce qui entraîne un changement de paradigme d'un point de vue du paysage. Et automatiquement, ça peut avoir des conséquences justement sur les incendies. Comme vous le disiez, souvent ces terres céréalières, par le travail de la terre, pendant une certaine période, c'était souvent une sorte de zone tampon, d'une certaine façon. Alors pour le coup, effectivement, on voit des habitudes plus ou moins anciennes dans les villages, où est-ce au-delà des cultures agricoles, il y avait tout de même des jardins autour des villages qui faisaient office un petit peu de zone tampon si jamais il y avait des incendies. C'est une pratique qui a plutôt disparu ou qui est encore présente. Si ça a disparu, pourquoi? Si c'est encore présent, tant mieux. Peut-être Gilles Guérini, dites-moi. Disons que il est évident qu'aujourd'hui l'espace vraiment à proximité des villages qu'on appelait le Ucircolo, dans l'organisation agraire corse, le Circolo est un espace qui dans la plupart des villages n'existe plus. Enfin, je veux dire, en tout cas, il n'est plus entretenu. Et d'ailleurs, c'est même un débat actuel. Il y a de diverses initiatives aujourd'hui en Corse pour essayer justement de reprendre en compte ce circolo et essayer, y compris par rapport à la problématique incendie, mais pas seulement. Il y a aussi parfois des enjeux d'autonomie alimentaire, par exemple. On a un exemple comme ça, c'est la communauté Castiel
est le Fiumourbo, dans le Fiumourbo, qui a fait un PAT, c'est-à-dire un pacte alimentaire territorial, où on réfléchit justement, où ils réfléchissent à recréer ces jardins autour des villages, dans une optique de protection de l'incendie, mais également dans une production alimentaire. Alors là, on met clairement un pied à plusieurs points de notre discussion dans l'anthropologie. Il y a des anthropologues qui vous accompagnent. Comment est-ce qu'on travaille avec des anthropologues quand on est des historiens respectables? Alors, il y a le volet histoire, mais il y a aussi le volet anthropologie. Et oui, il y a une équipe d'anthropologues qui travaille sur ce projet sous l'autorité donc du professeur Tony Fogacci, qui est le responsable, le coordinateur du volet anthropologie. Et on travaille très bien avec des anthropologues. Voilà, nous nous entendons très très bien, avec nos amis anthropologues. Mais au-delà, je veux dire au-delà de la blague, en termes de sources, est-ce que vous travaillez sur les mêmes sources? Est-ce que vous trouvez à redire les uns les autres en termes de méthodologie? Comment ça se goupille tout ça? Je pense que les deux disciplines se complètent en fait, parce que nous on travaille plus sur les sources écrites, même si on peut quand même avoir recours à des témoignages, etc. Mais les anthropologues recourent davantage, on va dire, aux sources orales et ont plus l'habitude de travailler après à partir des récits, etc. et de les exploiter que l'historien. Et oui, Il a une méthodologie plus fine par rapport au témoignage oral pour les anthropologues. Donc oui, il y a vraiment cette complémentarité, comme vous disiez, Monsieur Jouffroy, c'est vraiment remettre le récit un petit peu dans le réel finalement. Voilà. Et c'est-à-dire que les anthropologues travaillent essentiellement sur la méthodologie de l'enquête orale, d'essayer d'interroger la mémoire individuelle et la mémoire collective des communautés. En histoire, c'est vrai, on peut également s'appuyer sur ce type de sources, mais là pour le volet précis qui concerne le projet Goliath, on travaille essentiellement sur les sources écrites aussi. Et puis l'intérêt, c'est de voir que l'histoire n'est pas linéaire. Si on prend cette histoire des incendies, cette histoire de la relation des communautés en Corse à cette question des incendies, plus largement de l'évolution des paysages, on a des phases différentes. Ce n'est pas une histoire linéaire. On pourrait prendre l'analogie, il y a des pulsations. Il y a des périodes plus intenses, des périodes plus, on va dire, entre guillemets, plus calmes, même par rapport à la notion quantitative. C'est-à-dire, on a des périodes qui sont beaucoup plus prégnantes en termes d'impact des incendies. Alors, là aussi, il faut croiser les causes. Il faut essayer de retracer, entre guillemets, sur la forme un petit peu de l'enquête aussi, mais de chercher la causalité ou les causalités. Il y a parfois des dimensions multifactorielles qui permettent d'expliquer pourquoi telle période, tel moment. Voilà. Et donc ce travail, on va dire important, minutieux sur les sources, sur le fait de croiser les sources. Alors, et voilà, il n'existe pas, pour donner aussi des éléments aux auditeurs d'un point de vue de la méthodologie, il n'existe pas un document ou un fonds d'archives où on dit voilà, en Corse, telle période il y avait des incendies. Non, il faut essayer de créer voilà l'enjeu du projet et la difficulté aussi. Mais c'est en même temps ce qui nous intéresse. Ne fait loi absolument. Il n'y a pas un document que l'on peut prendre tel quel. Il faut pouvoir créer cette histoire entre guillemets. Ce qu'on appelle en journalisme croiser les sources. Oui. Finalement. Alors, dans ces nombreux récits, qui soient oraux ou écrits, j'imagine que on décrit les feux, on décrit éventuellement les endroits brûlés, etc. Est-ce qu'il y a des patterns qui ressortent de ces récits? Est-ce qu'on se rend compte que tiens, quand le feu part de la vallée du Régine, où il a plutôt tendance à aller à Felice, ou pas, je dis une bêtise, mais est-ce qu'il y a des tracés qui, au final, au vu des feux successifs, font une flore peut-être particulièrement sensible à cela, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on trouve des patterns dans les récits? Alors, c'est un des objectifs de Goliath. C'est-à-dire que les opérationnels, c'est-à-dire notamment les services incendies, nous demandent justement de cartographier ces éventuels chemins du feu.
parce que c'est vrai que ces chemins du feu, c'est des choses dont on parle, dont on entend souvent parler, y compris d'ailleurs dans les témoignages que l'on peut avoir dans nos villages, quand on dit si le feu arrive à tel endroit, attention, là le village va vraiment être menacé parce que s'il arrive à tel endroit, le feu va descendre sur nous, etc., etc. Donc cette notion de chemin du feu, oui, elle est essentielle, mais après c'est un objet à étudier, c'est-à-dire où est la part de réalité, où est la part d'exagération. Oui, après c'est évident que il y a des vents dominants dans certaines vallées, il y a des configurations de terrain, il y a des essences qui brûlent plus que d'autres, donc tout ça favorise certains chemins. Mais après, ce qui peut également nous intéresser à nous autres dans notre travail, c'est éventuellement aussi parfois d'identifier l'exception, c'est-à-dire la fois où le feu n'a pas pris le chemin habituel. Parce que ça aussi, c'est un vrai enjeu. C'est peut-être même un enjeu essentiel. C'est-à-dire que si on arrive à identifier certains feux qui auraient eu un comportement qui n'est pas le comportement habituel, ça signifie que dans une certaine configuration météorologique, de sécheresse, etc., peut-être que le chemin traditionnel du feu, il va pas passer par là. Il va prendre un chemin exceptionnel avec tous les risques que ça peut entraîner pour les hommes qui combattent cet incendie. Alors, on imagine du coup très facilement en quoi ça peut effectivement corriger par exemple des modèles de physiciens qui seraient avec des paramètres, etc. et de leur dire, regardez, là on a un récit qui justement sort du cadre général, donc il peut y avoir aussi cet apport, on va dire presque expérimental par l'après du modèle physique. Ce qui moi personnellement me fait beaucoup plaisir, j'aime beaucoup l'idée, mais alors sans transition, j'ai envie de dire, tout ça, toutes ces aires, qu'elles soient arboricoles ou que ce soit forestier, ça c'est entouré d'un certain nombre de réglementations depuis longtemps. Quand est-ce qu'on a commencé à se poser la question de surveiller les forêts et éventuellement de les entretenir, ou en tout cas de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir les protéger? Est-ce que c'est dans la loi? Est-ce que ça a été une préoccupation de juriste et depuis quand, pourquoi, comment, dans quelle position? Alors sur le plan de l'antériorité, on trouve des textes sur l'incendie dès l'époque génoise, dès l'époque génoise. Oui, sur cette période-là, on va dire de la domination génoise, on a des témoignages très précis d'une réglementation de la surveillance des incendies, en particulier des incendies pastoraux qui sont récurrents. Pourquoi? Parce que la forêt avait une importance majeure, en particulier pour l'économie génoise. Pour un des intérêts des Génois encore, c'était de mettre la main justement sur ces ressources forestières, afin de pouvoir produire des navires en quantité pour leur histoire financière, leur histoire maritime économique. Et donc cette réglementation, elle est assez, on a de nombreux témoignages dans les sources génoises. Ensuite aussi au premier temps de la période française en Corse, on a aussi cette préoccupation importante. On a de nombreux témoignages, en particulier dans l'intendance de Corse. Et puis les choses se précisent au cours du XIXe siècle, en particulier par comment dirais-je, là aussi des décisions politiques et administratives sur, par exemple, l'interdiction du package durant un certain nombre d'années en raison d'incendies qui ont été trop dommageables. Donc on a malgré tout, durant tout le XIXe siècle, on a une réglementation qui se met en place sur la prohibition en particulier de l'emploi du feu, telle période. On a une histoire aussi de la réglementation à construire. Alors, pour les auditeurs qui sauraient pas, qu'est-ce que c'est qu'un package, qu'est-ce que c'est qu'un écobuage? Quels sont les mots-clés à avoir quand on s'intéresse aux incendies?
Alors, le package, c'est le fait, on va dire assez concret, de faire paître les animaux, les bêtes, sur des zones, on va dire agricoles ou forestières. Hein. Voilà. Les frontières étaient parfois, comment dirais-je, poreuses, floues. L'écobuage, c'est le fait, justement, d'essayer de démaquiser, de nettoyer par un terrain pour le mettre en culture par l'emploi du feu, hein, ce qu'on appelait aussi d'une certaine façon udébio, en Corse, cette notion il y a aussi toute une histoire, on va dire linguistique, à travailler aussi sur la toponymie de certains lieux à travers des noms comme débio, ro, ce sont des termes qui font référence justement à l'emploi du feu. Donc on a aussi toute une géographie on va dire linguistique à étudier sur ces éléments-là. Donc écobuage, package, venpature, voilà, sont des mots importants au 19e siècle. Hein, la venpature, c'est le fait de laisser les animaux en parcours libre. Hein, et donc là aussi, sont des éléments importants, on va dire, dans l'histoire des techniques et dans l'histoire agricole. Après. La notion de feu pastoral, voilà, aussi, vous voyez. Oui, donc qui est presque, enfin, alors sans être ritualisé, qui est ne serait-ce que sacralisé par l'usage, disons, d'une certaine manière. Bah, disons que c'était un usage. C'était un usage où on mettait le feu au terrain afin de favoriser la repousse de la végétation pour nourrir les troupeaux. C'est quelque chose que vous avez beaucoup rencontré, Madame Castellane. Alors, c'est un usage qui peut être parfois décrié dans la presse à la fin du 19e siècle. Hein, donc on met en avant la cupidité des bergers. Hein, donc, ce serait la facilité pour eux de mettre le feu aux forêts, aux maquis, pour avoir plus facilement des pâturages. Hein. Donc là, ça va aussi. Là aussi, il faut être méfiant vis-à-vis du fait que le berger soit décrié, parce qu'on trouve souvent des articles qui remettent en cause les bergers, le pastoralisme, pour des raisons qui sont, on va dire, autres que la réalité des faits. Hein. Et alors, pour le coup, est-ce que ça arrive que même le berger mette le feu à la forêt, ou l'agriculteur mette le feu à la forêt pour récupérer des terres? Disons qu'on peut pas planter des céréales dans la forêt, par exemple. C'est souvent accidentel. C'est-à-dire que les rapports que l'on a sur des feux au 19e siècle, sur des feux qui arrivent dans l'espace forestier, c'est souvent ça vient en fait d'en dehors, ça vient des lisières, ça vient de ces zones poreuses dont parlait Denis tout à l'heure, et du coup le feu rentre dans la forêt, mais c'était pas forcément la forêt que l'on cherchait à brûler. En fait, c'est les chemins. Hein. Tout à l'heure, on parlait des chemins du feu. En fait, le feu prend son origine en dehors de l'espace forestier, mais après, il rentre dans la forêt. Là, dans le cadre du projet Goliath, on est allé à la Gaza di Anatura de Vitsavone, où on a un peu parlé justement de l'historique des feux sur Vitsavone. Très souvent, les feux qui ont touché la forêt de Vitsavone n'étaient pas allumés dans la forêt. Ils étaient, du moins, pas dans la forêt domaniale, maintenant territoriale. Ils étaient allumés en dehors des espaces forestiers. Mais après, leur évolution, le parcours de ce feu faisait qu'ils rentraient dans la forêt et qu'ils pouvaient donc brûler des cantons forestiers de la forêt domaniale. Alors, depuis tout à l'heure, je vous entends parler de forêt domaniale, de forêt. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces adjectifs qu'on accole souvent aux forêts? Qu'est-ce que ça désigne? Alors, forêt domaniale, forêt communale, ce sont des forêts publiques qui appartiennent donc à l'autorité publique. Domaniale, c'est l'État. Communale, ce sont les communes. Il faut savoir que depuis 2002, en Corse, il n'y a plus de forêt domaniale, il n'y a plus que des forêts territoriales. C'est-à-dire que le statut de 2002 de la Corse a donné désormais la possession des forêts domaniales donc qui étaient à l'État. Désormais, elles appartiennent à la collectivité territoriale de Corse. Enfin, en 2002, c'est la collectivité territoriale de Corse. Maintenant, c'est la collectivité de Corse. Et est-ce qu'on voit du coup un impact sur les incendies, sur les fréquences, sur l'entretien éventuel? Enfin, je vous demande pas de leur cracher dessus, mais vous voyez ce que je veux dire, ou de dire que ça va très bien, mais
Est-ce qu'on voit déjà des tendances sur ce changement de juridiction quelque part? Non. Sur l'histoire très contemporaine, sur les 20 dernières années, on peut pas tirer d'enseignements. C'est trop court. Disons qu'en fait, si on regarde sur un temps plus long, oui. 19e, 20e siècle, on voit que l'espace forestier ne brûle plus depuis relativement. Alors ne brûle plus régulièrement d'une façon systématique depuis j'ai envie de dire depuis 1945 quoi, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé la donne? En fait, le feu s'est déplacé. Le feu, il est plus dans. Je vais laisser la parole à Denis et à Laetitia, mais le feu est plus dans ce qui était l'ancien espace rural, qui maintenant est plutôt un espace de l'abandon, un espace de la déprise rurale, plus qu'un espace rural. Et du coup, les forêts, elles sont relativement épargnées de l'incendie. Elles brûlent peu. Alors sauf quand il y a des années exceptionnelles comme 2003, 2003, la fameuse sécheresse de 2003 qui est restée dans les mémoires. Et là, ça a été une année catastrophique, y compris pour l'espace forestier. Mais sinon, en année normale, les forêts sont relativement épargnées par le phénomène incendie. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait social. C'est-à-dire que il n'y a plus vraiment de raison pour que les forêts brûlent. Pour que les forêts, pour qu'on y mette le feu d'une manière intentionnelle. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que sinon, une forêt peut toujours brûler, bien évidemment. Au final, l'essentiel des feux que vous observez sont plutôt des feux disons orchestrés par l'homme plus que des feux naturels. Alors il y a les deux situations, deux situations. Mais ce que l'on remarque malgré tout, c'est le feu intentionnel dans les récits, dans les récits des archives, dans la comptabilité des incendies au 19e siècle et dans la première partie du 20e siècle. Malgré bien évidemment la réalité des feux, on va dire accidentels en raison d'un orage ou etc. L'essentiel des faits constatés relève de feux intentionnels, du moins relevés de cette façon. Alors intentionnel, je reviens un petit peu sur le terme. Il y a intentionnel ou du moins accidentel, mais des feux humains, enfin disons de la main de l'homme. Voilà. Et pour revenir à l'analyse de Gilles, c'est vrai que dès la fin du 19e siècle, on a un basculement. Le milieu du 19e siècle, on voit dans les récits, comme le disait Laetitia, en particulier dans les récits de la presse insulaire, également dans les rapports préfectoraux, on met l'accent sur les conséquences qui concernent les massifs forestiers. Et à partir de la fin du 19e siècle, on voit très bien que entre guillemets les feux, ou du moins les conséquences des incendies se déplacent. Ils se déplacent en particulier dans la zone qu'on appelait précédemment l'Ougir, on va dire l'ensemble agraire à proximité des villages, en raison de cette déprise agricole. Fin 19e siècle, on a trois crises agricoles principales. On en parlait précédemment, la crise céréalière, la crise oléicole. Donc de nombreux vergers sont aussi abandonnés en raison de facteurs économiques. Et également la crise viticole à la fin du 19e siècle, en raison de la crise phylloxérique. Ce qui a modifié rapidement le paysage et aussi la matière combustible. Pour revenir sur les travaux de nos collègues, on va dire des sciences dures, voilà, des spécialistes, vous m'avez pas l'air très mou. Du feu, spécialiste du feu. La matière combustible dont on parle, c'est depuis une trentaine d'années aujourd'hui. On dit il y a beaucoup plus de matière combustible également on va dire globalement, à l'échelle territoriale. Mais cette matière combustible, on va dire, elle a connu une extension, une croissance dès la fin du 19e siècle. Et on a des zones aussi, des zones, les micro-régions, on n'a pas la même histoire selon les micro-régions de l'île. Nous donner deux exemples. Par exemple, le Cap Corse, Gabigours, connaît dès la fin du 19e siècle et durant les 20 premières années du 20e siècle, connaît une récurrence des incendies très importante. En particulier,
en raison de la crise viticole qui a touché ces espaces. Et donc les piémonts où étaient les cultures viticoles ont été abandonnés assez rapidement. On peut l'exode en particulier des Cap Corsins vers les Amériques. Il y a eu plusieurs phases, Laetitia en parlant mieux que moi, mais fin 19e, début 20e siècle, on a un changement des activités dans le Cap Corse et en même temps, on a une corrélation avec la multiplication des incendies. D'accord. Mais très rapidement, en une dizaine d'années. Je veux dire, ce sont pas des mouvements de fond qui prennent un demi-siècle. Ça se passe souvent au cours d'une décennie. Et la même chose, par exemple, sur une zone qui est moins connue, par exemple, c'est la zone, on va dire, de la côte orientale, ou du moins Kazin, Katawagne, Campulor, ces zones-là, en raison de la transformation du paysage par exploitation de la châtaigneraie, pour l'acide gallique, on a un abandon de la culture castagnicole, puisque c'est une exploitation entre guillemets, je vais employer un terme un peu trivial, une exploitation sauvage de coupe, qui entraîne automatiquement, à partir des années 1890-1900, un territoire, on va dire, de friche. Et cet espace de friche est la proie idéale pour les incendies. Alors, Madame Castellane, vous avez vu spécifiquement certaines micro-régions, le Cap, disait Monsieur Jouffroy juste avant, la Balagne aussi notamment. Est-ce que vous avez vu des patterns se reproduire entre ces endroits-là? Alors ce que l'on voit, moi ce que j'ai surtout étudié, c'est ce qu'on voit clairement, c'est la modification du paysage et le fait que le maquis gagne certains espaces qui étaient auparavant cultivés, et l'abandon et la déprise rurale vont rendre vulnérables des parties du territoire de plus en plus importantes. Donc quand un incendie en fait se déclare, il va plus facilement prendre des proportions importantes du fait que certains territoires sont délaissés. Et ce qui change aussi dans l'économie, c'est que le pastoralisme va devenir prépondérant, et que le pastoralisme va aussi changer de nature, puisqu'il y avait essentiellement des ovins et des caprins et très peu de bovins, et que dans de nombreuses communes, les bovins vont devenir aussi une activité importante. Et ces bovins vont être localisés dans des espaces qui sont parfois, on va dire, des espaces de déprise, et parfois aussi l'incendie va être un moyen de gagner, on va dire, des espaces de pâturage, comme le disait tout à l'heure, notamment pour ce nouveau type d'élevage. Et c'est plus pratique de brûler du maquis pour gagner ce genre de territoire, ou de la forêt? Enfin, est-ce qu'on voit un comportement particulier là-dessus? Alors après, c'est difficile à dire, mais parfois peut-être que non plus, comme on le disait tout à l'heure, la personne qui met le feu n'avait pas envie obligatoirement de brûler des dizaines et dizaines d'hectares, quoi. Donc bien sûr. C'est peut-être parfois le feu qui échappe aussi, qui fait que. Oui, le feu échappe souvent. Le feu échappe souvent. Ce qui ressort des rapports des rapports que l'on trouve, c'est que la volonté n'était pas forcément de faire énormément de dégâts, mais le feu échappe souvent. C'est plus de l'ordre de l'inconséquence que vraiment d'une intention criminelle, quoi. Oui. Après, c'est en fonction des cas, je dirais. Après, des fois, il y a une vraie volonté criminelle, mais ce qui ressort assez souvent des rapports dans les premières années, dans les premières décennies du 19e siècle, c'est souvent l'accident, le feu qui échappe à son auteur. D'accord. Puisque c'était la technique, entre guillemets, la plus employée, puisque c'était la seule technique véritablement pour des surfaces importantes, pour pouvoir les mettre en culture rapidement. Il n'y avait pas les engins techniques qu'on a connus dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, si vous voulez, cette prise de risque, au sens premier du terme, pouvait avoir des conséquences aussi lorsque justement les zones commençaient à être plus soumises au maquis à certains moments. Et puis il y a aussi un phénomène, c'est en raison de l'évolution, par exemple, des conditions climatiques. Là, on voit très bien que une habitude, on va dire technique, une habitude
culturale. L'emploi de cette habitude culturelle selon les conditions. Je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Une habitude culturelle, c'est la technique, par exemple, de l'écobuage. C'est le fait de mettre une technique culturelle. C'est pas une technique culturelle qui peut être une technique culturelle, mais culturelle, c'est la mise en culture. Ah, le fait, d'accord. Voilà. Culturelle, c'est l'emploi d'une technique particulière pour l'agriculture. Mais cet emploi de l'écobuage, on va dire, qui était habituel. Selon les conditions climatiques, selon après il y a des éléments qui sont très comment dirais-je, très humains, très locaux, ouais. Et situés dans l'espace, dans le temps et sur l'individu, quoi. Parfois, ce sont des éléments qu'on a du mal à classer en termes de typologie, etc. Ce sont des choses qui sont de type conjoncturel. Alors, on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
On est de retour sur Radio Nebbia, toujours avec Gilles Guérini, Denis Jouffroy et Laetitia Castellani. Alors, une question peut-être un peu naïve, mais vous avez tous les trois travaillé sur quasiment 2 siècles d'histoire de la Corse, et ces 2 siècles ont été particulièrement mouvementés politiquement. On est passé par plein de régimes différents, avec des bagarres en interne, en externe, avec des incursions. On passe d'un empire à une république, puis à un empire, etc. Est-ce que comment ça se passe au niveau de la législation autour des forêts, de la propriété des forêts, de l'entretien de ces forêts, je dirais en France, mais surtout et particulièrement en Corse? Alors, disons que le 19e siècle est un siècle très particulier pour la gestion des forêts en France et donc en Corse. Parce que c'est au 19e siècle que vraiment se met en place l'administration des eaux et forêts telle qu'elle va se développer par la suite durant le 19e siècle et jusqu'aux années 1960 où elle va laisser la place à l'ONF, l'Office national des forêts. Et c'est là, par exemple, que l'on met en place l'école qui forme le personnel forestier. C'est là que l'on met en place un code forestier rénové en 1830. Et c'est là aussi que vraiment l'État va par diverses lois et diverses actions, l'État va vraiment chercher à chasser des espaces forestiers, en quelque sorte un peu tous les indésirables. Et les indésirables, qui sont les indésirables? Ce sont souvent les paysans, les bergers, c'est-à-dire les gens. Parce que on est dans une logique de sylviculture, où on est dans une logique, par exemple, sur le continent, dans les zones de montagne du continent, on est dans une logique de restauration des terrains de montagne, ou parce que il y a eu des inondations importantes de la Loire, de la Garonne, du Rhône, etc., etc. On dit que c'est la faute des communautés montagnardes qui font n'importe quoi avec leurs forêts, donc du coup ça crée du ruissellement, et après c'est les villes, c'est les agriculteurs qui payent en quelque sorte les pots cassés de l'irresponsabilité des gens des montagnes qui font n'importe quoi avec leurs forêts. Et donc par conséquent, il faut leur enlever la possession des forêts, il faut reboiser les terrains de montagne et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on va avoir dans la plupart des montagnes du continent, des montagnes du continent. La Corse va pas être concernée par cette politique-là. Elle va pas être concernée, mais par contre, la Corse va quand même voir en 1850 une partie de ces massifs forestiers de l'intérieur de l'île qui vont donc devenir domaniaux. Et comme ils deviennent domaniaux, comme ils appartiennent à l'État, l'État va interdire la veine pâture, va interdire le parcours, va tout simplement fermer ces forêts aux bergers. Et ça, c'est important. C'est important parce que il va y avoir une réaction. Il va y avoir une réaction, et cette réaction, c'est probablement des mises à feu intentionnelles dans les forêts. C'est-à-dire qu'on peut plus aller dans les forêts, très bien. Les forêts, si on peut plus y aller, elles vont reculer. C'est-à-dire on va les brûler. Et alors, on trouve bien sûr des textes qui accusent les bergers de faire ça, mais ça, c'est pas parce qu'on trouve les textes que ça veut dire que les bergers font obligatoirement ça. Mais par contre, il y a un fait qui est certain, c'est que dans quasiment tous les espaces forestiers où il y a eu à un moment donné un phénomène de coercition, où on a dit vous n'allez plus dans les espaces forestiers, vous n'allez plus avec vos bêtes dans les espaces forestiers, vous n'allez plus couper les arbres dans les espaces forestiers pour vous chauffer ou pour construire vos maisons, généralement il y a toujours eu une réaction. On a ça dans l'Algérie coloniale, on a ça dans les Landes, on a ça dans les parcs nationaux américains. Donc du coup, on se dit finalement ce nombre important de feux dans les forêts, surtout dans les forêts domaniales, enfin pas que, il y a aussi les forêts communales. Enfin en gros, dans toutes les forêts publiques, on voit des départs de feux de plus en plus importants juste au moment où on prend la décision de chasser les bergers des forêts. On se dit que ça peut être tout à fait une réaction, puisque cette réaction, on la retrouve dans bien d'autres endroits et dans d'autres époques. Alors, on a vu comme l'économie pouvait avoir un impact avec l'arrivée des huiles du nord de l'Afrique qui
font qu'il y a moins d'oléiculture en Corse, la culture céréalière, etc. On a vu aussi une partie politique. Est-ce que depuis du coup plus récemment, le changement climatique change un petit peu la donne en termes, au niveau de vos travaux? Est-ce qu'on les voit déjà, ou est-ce qu'en vrai on est 50 ans trop tôt? Alors sur l'histoire très présente, sur l'histoire actuelle, nous on prend un petit peu de distance par rapport à, entre guillemets, à ces événements ou à cette thématique du réchauffement climatique. On n'est pas là pour la nier, bien évidemment, hein. Mais l'impact direct sur, on va dire sur notre thématique qui nous intéresse, sur les incendies. C'est vrai que récemment il y a eu des feux, on va dire des méga feux, hein, ce que nos collègues en Australie notamment, et ici aussi, hein. Si on parle du dernier feu qui est parti du plateau de Coinza de Bavilla et qui est arrivé pratiquement à la mer du côté de Usuladio, hein. Qui est un chemin qu'on retrouve très souvent au demeurant, hein. Et on a dit justement ce feu là a été très important et très marquant. C'est une question qui nous préoccupe parce que la matière combustible est plus importante. Le sous-bois est aussi beaucoup plus dense, occupé. Et c'est là aussi toute une question, on va dire, plus globale. Si l'espace forestier, ou du moins les lisières des forêts, ne sont pas des espaces aussi de parcours, ben la conséquence, le parcours pastoral, hein, ce sont aussi des zones qui sont difficilement on va dire, on peut difficilement les nettoyer autrement, protéger, hein, mécaniquement. Voilà. Alors, il y a toute une question également sur l'écobuage, sur le fait de nettoyer. Et oui, typiquement, si dans une forêt de pins j'ai un tapis d'épines, ça va être compliqué d'enlever le tapis d'épines de la forêt. Alors, c'est vrai que c'est l'augmentation des températures globales. Si on prend là, actuellement, nous sommes aujourd'hui le 22 juin, nous constatons rapidement les cours d'eau ont un niveau déjà très bas. On pourrait pratiquement être en plein mois d'août. L'humidité des sols est très faible. Bon, sans être entre guillemets devin, parce que c'est pas le but, mais en tant que citoyen observateur, on se dit voilà, l'année 2022, l'été 2022. Si nous sommes dans une situation, tout à l'heure, quand je parlais de l'année 2003, c'était donc une année exceptionnelle de sécheresse. Les forêts ont brûlé. Olmicapé, la forêt de Tartaglia, la forêt de Meladia, et là c'était pas un feu intentionnel, là c'était un feu de foudre, hein. C'était un feu de foudre, mais la situation était telle sur le plan de la sécheresse que la forêt a brûlé et on n'a pas pu l'empêcher. Où sont les zones les plus sensibles en Corse pour les incendies? Alors là aussi, ça a évolué dans l'histoire, hein. Ça a évolué dans l'histoire, mais alors si on prend les années 1950-1960, Cortenay était une zone, on va dire, très sensible et très sujette aux incendies. Si on prend les années 70, les années 80, ce serait plutôt chez vous. La Balagne. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une zone. Il y a des zones entre guillemets historiquement qui. Mais comme vous disiez plus tôt, c'est des cycles beaucoup. Oui. Voilà, mais ça évolue aussi dans l'histoire. Vous voyez, dans les sources historiques, par exemple la Balagne, dans notre mémoire collective des années 70-80, où les grandes oliveraies du Régine ont pratiquement disparu dans ces années-là. Mais si on prend les sources historiques sur le 19e et sur la première partie du 20e, la Balagne est très peu présente avant les années 1930 en termes de zones d'impact des incendies. Voilà. Quelle évolution vous avez constatée, Madame Castellani? Alors moi, j'ai pas trop étudié la typologie et la fréquence des incendies. Hein, c'est plutôt Denis qui a fait un recensement. Mais si on prend certaines communes, on voit que certaines communes sont des zones, on va dire, où les incendies sont présents pratiquement annuellement, hein, et de manière régulière. Et il y a des communes qui peuvent être touchées par un pic d'incendie. Et donc on ne connaît pas obligatoirement la cause. Et puis après, il y a
un calme qui s'installe. Et aussi, on peut noter que les communes peuvent être touchées par des incendies qui viennent des vallées environnantes, parce que par exemple, si je prends Aregno, Aregno a été touché à 2 reprises, même à 3, par des feux très importants et qui venaient toujours de la vallée de Calenzane, tandis que les feux qui sont partis, disons, de la commune d'Aregno, souvent n'ont pas été très loin. Donc là aussi, voilà, il faut, selon les époques, selon les communes aussi, il y a des histoires et des typologies différentes d'incendies et de risques plus ou moins forts. Alors, une question un petit peu plus presque administrative. Comment se passe le travail avec les physiciens? Comment se passe un travail avec autant de chercheurs? Comment est-ce qu'on arrive à organiser tout ça? C'est un travail de coordination qui est assez important, hein. Après, bon, chacun travaille, je dirais, le projet Goliath, c'est le travail de plusieurs équipes, mais après, chaque équipe fait son travail, je dirais, en quelque sorte. Mais ce qui compte, je dirais, c'est d'avoir conscience que on est dans un projet commun et que chacun finalement apporte sa pierre. Après, il est évident que les physiciens, quand ils font leurs travaux, ils viennent pas forcément nous demander ce que l'on fait nous, et nous on n'est pas toujours en contact avec les physiciens pour savoir ce qu'ils font quand il s'agit pour nous de dépouiller nos archives. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de croiser les regards, de croiser les résultats des travaux de chacun, et finalement ça nous enrichit, Vous en croisez du coup tous les combien? À quel moment est-ce que ces informations cohabitent? Ces informations cohabitent souvent. En fait, il y a eu le séminaire Goliath de décembre dernier, où donc ces informations ont cohabité. Et puis, notamment dans les opérations de communication que nous faisons à travers le partenariat avec le parc naturel régional de la Corse, où on a rencontré à Galère, à Vitsavone, on a rencontré des classes qui justement du lycée agricole de Borg, du lycée agricole de Sartène, donc des gens qui justement vont être appelés à être des professionnels de l'environnement, et ces futurs professionnels de l'environnement ont pu voir les résultats des travaux des écologues, des physiciens, des informaticiens, et également des historiens et des anthropologues. Alors, des gens de terrain, notamment des agriculteurs ou des futurs agriculteurs, est-ce que vous avez affaire aussi à des pompiers ou à des gens, ou au 6-2A, 6-2B, enfin. Oui, bien sûr, il y a eu aussi des réunions avec les opérationnels. On a montré le workshop de décembre dernier, le séminaire interne de décembre dernier, tous les opérationnels étaient là. Il y avait l'ONF, il y avait les services, le SDIS-2A, le SDIS-2B, etc., etc. Ça promet. Ça donne envie. Un très beau projet avec plein de gens, comme ça. On arrive doucement à la fin. Madame Castellani, est-ce que un dernier mot peut-être? Moi, je vais juste rajouter que nous avons une étudiante qui est stagiaire, qui a travaillé, avec nous, et elle a notamment interrogé un pompier pour croiser les données que j'avais trouvées, dans les archives communales et la réalité du terrain. Moi, j'ai pas encore le résultat parce qu'elle m'a pas encore donné la synthèse de l'entretien, mais ça permet d'avoir, une documentation administrative et la répercussion, des incendies et la vision des incendies par un professionnel. Il reste encore, je le précise pour nos auditeurs, entre 1 an et 1 an et demi encore sur ce projet de travail. J'ai hâte de voir les résultats. Monsieur Geoffroy, un dernier mot peut-être? Oui, si vous voulez, pour reprendre un peu aussi les réflexions de mes collègues, c'est-à-dire que l'objectif pluriel du projet Goliath, c'est aussi de faire communauté, de faire travailler nos UMR respectifs, c'est-à-dire que l'université travaille, on va dire, en communauté. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un partenariat efficient, donc communauté scientifique, mais l'objectif c'est surtout ce redéploiement vers la société. Voilà, l'objectif c'est à la fois les opérationnels, également le grand public, la sensibilisation des scolaires. Il y a une dimension qui est très concrète, très pratique, comme le disait Gilles précédemment, les opérationnels ont besoin d'outils
de prévision, d'outils de projection, et également le volet, on va dire, anthropologique, historique. Il est à la fois à la disposition des opérationnels, mais aussi de la communauté et de la société corse dans son ensemble. Merci. Gilles. Oui, pour un dernier mot, pour dire que justement des grands moments de restitution de tous ces travaux scientifiques, expérimentaux, scientifiques, des sciences humaines et sociales, des grands moments de restitution sont prévus dans le courant de l'année 2023 pour justement rendre à la société corse tout ce travail qui a été fait dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup, tous les trois. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt dans les carnets du feu, sur Radio Nebbia 90.6. Merci encore, messieurs, dames. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Ringosia.